Au commentaire, et Roger, on accueille tout de suite notre spécialiste. Exactement, c'est M. Dodjik Bekdaou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes orthophoniste et vous allez répondre aux nombreuses questions de nos téléspectateurs sur les problèmes de troubles de l'apprentissage et plus particulièrement les dyslexies. Bien évidemment. Alors, quel est le point commun entre Léonard de Vinci, Albert Einstein ou encore Whoopi Goldberg? Eh bien, tous sont dyslexiques. Derrière ce terme se cachent des troubles cognitifs spécifiques responsables de difficultés à lire. La dyslexie peut s'accompagner d'autres difficultés, par exemple pour écrire, dysgraphie, orthographier, dysorthographie ou encore compter, dyscalculie. Cela rend souvent les apprentissages difficiles à l'école et pour comprendre les difficultés de lecture que rencontrent les dyslexiques, Roger, on va tout de suite d'abord s'intéresser au cerveau. Oui, Joël, pour l'apprentissage de la lecture, on va faire intervenir plusieurs zones du cerveau. D'abord, dans l'hémisphère gauche du cerveau, il y a une activation de la zone qui s'intéresse à la vision, qu'on va voir ici en bleu, et cette activation va permettre de reconnaître les formes de lettres, comme la lettre A ou B. Ensuite, il y a une activation de la zone de l'audition, qu'on voit ici en jaune, qui permet d'associer le son à la lettre ou le mot. Et ensuite, il y a aussi la partie droite du cerveau qui permet de comprendre ce qu'on vient de lire, qu'on voit ici en jaune. Et enfin, à la partie antérieure du cerveau, ici représentée en vert, cela nous permet de articuler et de lire à haute voix ce qu'on a compris. Alors donc, il faut activer 4 zones pour pouvoir lire lorsqu'on lit à voix haute. C'est exact. Aujourd'hui, l'imagerie médicale, qui a fait énormément de progrès, nous permet d'observer les activités au niveau du cerveau. Regardez par exemple cette coupe du cerveau qui est une vue aérienne, on voit le cerveau d'en haut. On reconnaît ici la partie antérieure de la tête avec le nez et la partie postérieure en arrière ici. Et le cerveau est divisé en deux, un côté à gauche et un côté à droite. Et sur cette image, on voit ici en rouge, c'est la zone spécialisée dans la vision qui permet donc de voir et de reconnaître les mots et les lettres. Cette zone est activée chez des personnes qui ont une lecture normale, et alors qu'elle est différente, elle est absente chez des personnes qui sont dyslexiques. Alors, vous voyez la différence entre une lecture normale, qui fait appel à un fonctionnement normal du cerveau, et une lecture dyslexique. Merci beaucoup, Roger, pour ces explications claires. On va tout de suite prendre une première question de téléspectatrice, et c'est au Gabon. Elle demande, docteur, à quel âge peut-on détecter la maladie ? Alors, la dyslexie ou les dys peuvent être détectés déjà à partir du CE1. Quand l'enfant va rentrer dans l'apprentissage, on va remarquer à cet âge qu'il a d'énormes difficultés pour apprendre à lire et à écrire. Voilà. Mais le diagnostic peut se faire plus tard. Tout dépend de l'entourage de l'enfant, de l'enseignant qui le remarque plus tôt. Mais à partir du CE1, on peut faire passer des tests pour faire un diagnostic. Oui, c'est-à-dire au moment de l'apprentissage de la lecture. Donc, CP1, CP2 et après plutôt en CE1. Au CE1, ouais. Ouais. Et on va prendre une question de Ismaël en Guinée qui demande quels sont les signes de la dyslexie. Alors, la dyslexie, les principaux signes, c'est cette difficulté à déchiffrer. C'est-à-dire, dans l'apprentissage de la lecture, l'enfant aura d'énormes difficultés à découper les mots, et aussi à faire une correspondance entre les sons et les lettres. Par exemple, quand le son « S » correspond par exemple à la lettre « S », si vous voulez. Donc, cet enfant aura des difficultés à faire cette correspondance. Également, on va remarquer une lenteur dans cette activité de lecture. Et ces difficultés vont également se faire remarquer au niveau de l'orthographe. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples par des mots concrets là, pour qu'on puisse, les téléspectateurs puissent comprendre de quoi il s'agit vraiment? Alors, par exemple, si je prends le mot « bateau », bateau, il y a plusieurs sons. Et le « o » à la fin s'écrit d'une autre manière. D'accord? Et ce « o », on va le retrouver soit ailleurs « o » simple, ou « AU » ou « E », AU. Donc, un enfant dyslexique, tout ça, ça va être très compliqué à assimiler pour lui. Également, au niveau de l'orthographe, ça va se faire ressentir. Généralement, la dyslexie va être associée à la dysorthographie, les troubles de l'orthographe. Vu qu'il apprend mal, ben forcément, il écrit mal. Donc cet enfant
aura des difficultés sur ces sons, par exemple. On peut citer un exemple, par exemple, comme spectacle, hein, que certains enfants vont dire pestacle. Voilà, l'enfant va faire ce qu'on appelle des inversions, par exemple, ou des suppressions de phonèmes dans la lecture de ces mots. Ouais. On va se rendre au Burkina Faso maintenant avec Newil qui demande: la dyslexie affecte-t-elle les enfants qui ont une vue et une intelligence normale? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, pour parler de dyslexie, il faut écarter tout cela. Le diagnostic de la dyslexie va être posé quand on aura écarté les troubles de la vision, les troubles de l'audition, une déficience intellectuelle. Donc, c'est un trouble qui s'installe en dehors de tout ça. Donc, on suppose qu'un enfant dyslexique a une bonne audition, a une vision normale et a une intelligence intacte. Donc, on écarte tout ça. Dans le cas où il présente ces difficultés, forcément, quand on a une mauvaise vision, on lit mal. On n'est pas dans le cas d'une dyslexie. Alors, il y a Karim au Niger qui demande comment être sûr qu'il s'agisse de dyslexie et non de difficultés normales d'apprentissage. Pour répondre à cette question, il n'est pas aisé d'un premier coup de dire qu'il s'agit d'une dyslexie. Seul un spécialiste peut élaborer à travers un bilan orthophonique. Justement, qui fait le diagnostic? C'est l'orthophoniste en collaboration avec un médecin. Déjà, l'orthophoniste ne reçoit pas l'enfant directement, c'est à travers un médecin ou c'est à travers un enseignant qui fait la remarque que l'enfant est en difficulté. Il passe par le médecin et vient à l'orthophoniste qui, à travers des tests, établit un diagnostic de dyslexie ou de dysorthographie ou des deux combinés. Vous signalez justement les différents types de difficultés d'apprentissage, hein, qui est communément désigné sous le mot de dys, hein, qui dit en difficulté en latin. Mais il faut noter qu'ici, on parle de dyslexie, mais il y en a d'autres. Vous avez cité déjà quelques-unes, mais la dyscalculie en est une. Alors, en quoi ça consiste exactement? Alors, la dyscalculie, comme vous l'avez dit, dys, c'est dysfonctionnement ou difficulté. Hein, donc, la dyscalculie va concerner les difficultés dans toutes les opérations liées au calcul ou à la logico-math, ou également toute opération comme l'addition, la soustraction, la multiplication. Et cet enfant aura des difficultés, par exemple, à retenir les tables de multiplication. Et plus tard, quand il va entrer en collège, tout ce qui est abstraction sera encore d'autant plus compliqué pour lui. Alors parmi les dys, il y a une autre forme de trouble de l'apprentissage qui s'appelle la dyspraxie. Alors gestes lents, maladroits, difficulté à gérer le temps et l'espace en sont les principaux signes. Sarah Sisman et Gisela Mendoza ont rencontré David. Vous allez voir, sa mère fait tout pour qu'il continue une scolarité normale malgré sa maladie. David, 11 ans, est un petit garçon presque comme les autres. Il aime regarder le foot et discuter de ses joueurs préférés. J'ai l'impression que c'est Chelsea qui joue pourtant. Mais pour lui, les gestes les plus simples, comme mettre ses chaussures ou faire ses lacets, sont un défi. Voilà, c'est bien, tu as bien roulé. Albert Einstein, Charles Darwin, Thomas Edison avaient une chose en commun, ils étaient dyslexiques. Qu'est-ce que la dyslexie? La dyslexie appartient à un groupe de pathologies communément appelées les troubles 10. Qu'est-ce qu'un trouble 10? Quelles en sont les manifestations? Quels sont les différents types de troubles 10? Quelles en sont les causes? Telles sont les questions que nous allons aborder dans cette émission. Il s'agira d'une série d'émissions et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder principalement la dyslexie. Afin de vous permettre de prendre de quoi noter, de mobiliser toute votre attention, on se retrouve juste après le générique. À bientôt. Les troubles 10 regroupent un certain nombre de pathologies qui affectent un domaine précis. Ces pathologies regroupent la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie et la dysgraphie. Calmez-vous, on va tout expliquer, je vous le promets. En fonction de la sévérité, ces troubles peuvent affecter aussi bien la vie scolaire, la vie sociale et la vie professionnelle. Et 4 à 6% d'enfants en sont concernés. Alors, qu'appelle-t-on dyslexie, dysorthographie, dyscalculie ou dyslexie? Tout d'abord, ces pathologies ont pour préfixe 10. 10 vient du grec et renvoie à une notion de difficulté ou de malheur.
En conséquence, ces pathologies regroupent les dysfonctionnements liés au langage oral ou écrit, au calcul et au geste. Ces difficultés vont être présentes chez les enfants sans déficience intellectuelle, sans déficience visuelle ou auditive, sans défaut de scolarisation ou toute pathologie pouvant avoir des influences sur les acquisitions scolaires. Dans cette émission, nous allons aborder la dyslexie et la dysorthographie. Les autres pathologies seront abordées dans d'autres émissions, nous vous le promettons. Alors, qu'est-ce que la dyslexie? Il s'agit d'un trouble durable et significatif de l'acquisition de la lecture. Elle se manifeste par des difficultés de déchiffrage, des difficultés à identifier les mots, à lire sans erreur et de manière fluide. On remarque également une lenteur dans l'acte de déchiffrage, des confusions des lettres, et également des inversions des lettres dans les mots. En fonction de la voie de la lecture qui est atteinte, nous aurons plusieurs types de dyslexie. La dyslexie lexicale et la dyslexie de surface. Mais nous ne rentrerons pas dans les détails dans cette émission. La dyslexie est souvent associée à la dysorthographie. Alors, qu'est-ce que la dysorthographie? Il s'agit d'un trouble durable et significatif de l'acquisition de l'orthographe. Elle se manifeste par une mauvaise utilisation des lettres et des groupes de lettres. Également, chez l'enfant, on va remarquer des erreurs comme des émissions, des ajouts ou des déplacements des lettres dans un mot. Par exemple, pour écrire un mot, l'enfant va omettre certaines lettres ou en ajouter d'autres. Également, on remarque un découpage défectueux des mots. Par exemple, le mot « tout à coup » va s'écrire en un seul mot. On peut noter aussi des difficultés de conversion des lettres en sons. Par exemple, l'enfant a des difficultés à comprendre que le son O peut s'écrire de différentes manières. A-U, E-A-U, par exemple. Ces pathologies ainsi définies ne sont pas dues à la paresse des enfants. Plusieurs explications en sont possibles. Au niveau neurologique, on a observé au moins d'IRM que pendant une activité de lecture, l'aire visuelle de reconnaissance de mots ne s'active pas chez les personnes dyslexiques. En faisant une analyse plus fine, les chercheurs ont remarqué que les faisceaux qui permettent le transfert de l'information visuelle vers l'aire de la production orale est pauvre et moins structuré chez les personnes dyslexiques. Toutefois, on peut se demander si cette différence est la conséquence ou la cause de la dyslexie. La génétique permet également de donner une explication à la dyslexie. On note par exemple que si un enfant est dyslexique, il existe de fortes chances que l'un de ses frères et sœurs le soit ou que l'un des deux parents l'ait été. Également, les données actuelles permettent de noter qu'il existe des anomalies sur certains sites des chromosomes 1, 2, 3, 6, 15 et 18. L'une des hypothèses évoquées dans la littérature pour expliquer la dyslexie est également le déficit de la conscience phonologique. Alors, qu'est-ce que la conscience phonologique? C'est la capacité à percevoir, à découper et à manipuler les unités comme les syllabes, les phonèmes, également la capacité à reconnaître des rimes. Par exemple, reconnaître que les mots terre et mer finissent par elle relève de la conscience phonologique. Il s'agit également de la capacité à découper un mot en plusieurs unités, par exemple en sons ou en syllabes. La conscience phonologique est importante dans la lecture dans la mesure où elle permet un découpage du mot en plusieurs unités, que ce soit en sons ou en syllabes. En effet, pour lire, nous utilisons deux voies, une voie lexicale et une voie phonologique. La voie lexicale permet une lecture globale du mot. Par exemple, nous connaissons le mot et nous le lisons facilement. Quant à la voie phonologique, il s'agit d'un découpage du mot en plusieurs unités. Par exemple, si je veux lire le mot AstraZeneca, je découpe le mot en plusieurs lettres. Puis, je fais une conversion graphophonologique, c'est-à-dire que je convertis chaque lettre en son, puis je remets tout ça ensemble, puis je lis le mot AstraZeneca. On note un déficit de cette capacité chez les enfants dyslexiques. Cette capacité qui est d'ailleurs très utilisée dans l'apprentissage de la lecture et permet un bon déchiffrage. Par ailleurs, on note également chez les personnes dyslexiques un déficit de la mémoire du travail. Cette mémoire qui permet par exemple lors de cette activité de découpage, de maintenir en mémoire ce qu'on a déjà découpé et de pouvoir le mettre ensemble lors de la lecture. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir regardé cette émission du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter et à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt.
Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Avant toute chose, je tiens à remercier celles et ceux qui partagent mes vidéos et à tous mes abonnés. Lors de nos précédentes émissions, parmi les éléments pouvant expliquer la dyslexie et la dysorthographie, nous avons évoqué le déficit de la voix lexicale et de la voix phonologique. Également, nous avons abordé la mémoire de travail. Dans cette émission, nous reviendrons donc sur les différentes voies de la lecture et de l'orthographe. Également, nous reviendrons sur la mémoire de travail. Également, nous proposerons des activités pouvant aider les enfants qui ont des difficultés, que ce soit en mémoire du travail ou sur les différentes voies de la lecture et de l'orthographe. Pour vous permettre de bien vous installer, de prendre de quoi noter et de mobiliser toute votre attention, on se retrouve juste après le générique. À bientôt. Précédentes émissions, nous lisons à travers deux voies. Une voie dite d'assemblage ou phonologie, une voie dite d'adressage ou orthographique. Les mots lus par voie orthographique font objet d'une analyse visuelle. Ensuite, cette analyse renvoie à une unité mémorisée, ce qui suppose que le mot est déjà connu. Ensuite, cela renvoie au sens. Je reprends, on visualise le mot, renvoie à une unité déjà mémorisée parmi un ensemble de mots qu'on a déjà connus, puis accès au sens, et cela renvoie au lexique articulatoire en quelque sorte, ce qui permet de lire et d'articuler le mot. En revanche, les mots lus par voie d'assemblage font objet d'une segmentation en plusieurs unités ou d'un découpage si vous voulez. Ensuite, chaque unité découpée va correspondre à un son, ce qui fait par exemple que la combinaison AU correspond au son O. Ensuite, si on a déjà entendu le mot, on va accéder au sens, puis au lexique articulatoire qui permet d'articuler ou de lire le mot. Les deux voies de la lecture ainsi définies vont être utilisées en fonction du type de mot, ce qui permet de distinguer par exemple les mots réguliers, les mots irréguliers, les nouveaux mots, les logatomes et les mots connus. Les mots réguliers, ce sont les mots qui s'écrivent comme ils se lisent. Par exemple, mouton, se lit mouton, pas autrement. En revanche, les mots irréguliers sont des mots qui s'écrivent pas comme ils se lisent. Par exemple, monsieur, femme. Les logatomes sont des mots inventés qui n'ont pas de sens dans une langue donnée. La lecture des mots réguliers, des nouveaux mots, des mots rares et des logatomes se fait généralement par voie d'assemblage. Cette voie est préférentiellement utilisée par un apprenti lecteur. Ne connaissant pas le mot, il est obligé à chaque fois de découper et d'assembler avant de lire le mot. Également, cette voie va être utilisée par un lecteur expert quand il rencontre par exemple un mot nouveau. En revanche, cette méthode de découpage ne permet pas de lire les mots irréguliers. La lecture des mots irréguliers fait donc appel à la voie d'adressage qui permet de reconnaître rapidement le mot et de le lire. Cette voie permet donc de lire les mots irréguliers et les mots connus, ce qui permet une lecture plus fluide et plus rapide. Un apprenti lecteur ou un enfant qui apprend à lire va préférentiellement utiliser la voie d'assemblage. Étant donné qu'il n'a pas un lexique bien fourni, il va découper à chaque fois. En revanche, un bon lecteur va préférentiellement utiliser la voie d'adressage, mais utiliser la voie d'assemblage pour les nouveaux mots ou les mots inconnus. De façon résumée, comme vous le voyez sur cette figure, pour lire les mots réguliers, les nouveaux mots et les mots rares à orthographe régulier, nous utilisons la voie phonologique. En revanche, pour lire les mots fréquents et les mots irréguliers, nous utilisons la voie d'adressage. Alors, comment l'atteinte des deux voies de la lecture pourrait avoir des inconvénients sur l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe? L'atteinte de la voie phonologique, par exemple, entraîne une atteinte de la conscience phonologique, cette conscience de son qui permet, par exemple, de reconnaître des rythmes. En plus, cela entraîne la difficulté de segmentation et la conversion graphème-phonème. De surcroît, l'atteinte de la voie phonologique entraîne des difficultés en mémoire du travail, cette mémoire qui est indispensable dans l'acquisition de la lecture. Et pour finir, l'atteinte de cette voie entraîne une lenteur dans l'accès à l'image motrice des mots.
C'est-à-dire que chaque mot que nous lisons, nous en avons une image motrice qui permet de l'articuler. Et l'atteinte de la voie phonologique permettrait donc une atteinte de cette image. L'atteinte de la voie lexicale, elle autre, entraîne un déficit de la reconnaissance visuelle des mots en mémoire. Également, cela entraîne une utilisation exagérée de la segmentation, également un déficit de la mémoire de travail. Et pour finir, l'atteinte de la voie lexicale entraîne une confusion de l'orientation des lettres, également des difficultés d'accès au sens de ce qui est lu. Nous allons aborder maintenant ce que c'est que la mémoire de travail et son implication dans l'apprentissage de la lecture. La mémoire de travail, c'est une mémoire à court terme qui permet de manipuler, de stocker simultanément les informations pendant une tâche cognitive. Par exemple, si je vous demande de répéter des chiffres à l'envers. Exemple, je vous dis 1, 2, 3 et vous demande de les répéter à l'envers, ce qui donne 3, 2, 1. Cet exercice fait appel à la mémoire de travail. Durant la lecture, ce système il est important dans la mesure où il permet le stockage et la manipulation simultanée des informations visuelles et phonologiques. Vous comprenez bien que son déficit pourrait avoir des inconvénients sur l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera consacrée aux activités à faire pour aider un enfant qui a des difficultés en mémoire de travail et également sur les différentes voies de la lecture et de l'orthographe. Portez-vous bien, à bientôt, au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Dodi Bédarou, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage. Dans cette émission, nous allons aborder l'empamnésique. L'empamnésique, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différentes modalités d'évaluation de l'empamnésique? Telles sont les questions que nous allons aborder dans cette émission. Mieux encore, nous vous montrerons comment évaluer votre empamnésique. Pour vous permettre de bien vous installer, de prendre de quoi noter et de mobiliser toute votre attention, on se retrouve juste après le générique. À bientôt. L'empamnésique désigne le nombre d'éléments que l'on peut répéter immédiatement après les avoir entendus, généralement des chiffres. Dans la pratique, le sujet est donc invité à répéter après l'évaluateur une série de chiffres. L'empam désignera donc le nombre d'éléments qu'il arrive à répéter de manière correcte. Le test de l'empam tel que évoqué peut être fait par des chiffres, des lettres ou des mots. L'empam peut également être auditif ou visuel. On peut par exemple projeter des formes, des couleurs, des animaux et le sujet est invité à restituer ces éléments dans l'ordre évoqué ou dans l'ordre inverse. En se basant sur de nombreuses recherches, il en ressort un rapport chronologique entre l'empam et l'âge, c'est-à-dire que plus l'enfant grandit, plus l'empam va augmenter. Selon des études de Miller, il en ressort que l'empam est de 2 à 3 ans chez l'enfant, puis va augmenter pour atteindre 7 à 11-12 ans et à l'âge adulte. D'autres recherches que nous avons menées en 2015 confirment ces données puisque nous observons qu'effectivement une courbe qui augmente chez les enfants de 2 à 11-12 ans. En faisant également une comparaison entre l'empam chez les enfants qui présentent des troubles du langage et de la communication et des enfants qui ne présentent aucune pathologie, on note également qu'une différence significative, c'est-à-dire que les enfants qui ne présentent pas de pathologie présentent un empam significativement plus important que les enfants qui ont des pathologies du langage et de la communication. On voit bien évidemment le rôle de l'empam dans les apprentissages scolaires, également dans l'acquisition du langage oral. À présent, je vais évaluer votre empam. Généralement, le test de l'empam commence par un test. Mais là, nous n'allons pas faire de test. Vous allez répéter après moi. 6, 8, 2, 1. À vous. Maintenant, nous allons augmenter le nombre d'items. 2, 9, 5, 7, 3, 5. À vous.
Maintenant, nous allons faire l'exercice mais l'empant à l'envers, c'est-à-dire que vous allez commencer par le dernier item et finir par le premier. Vous êtes prêts? 6, 8, 2, 1. À vous. Si vous avez réussi, on va augmenter le nombre d'items. 2, 9, 5, 7, 3, 5. À vous. Parfait. Nous allons à présent faire le même exercice mais avec des mots. Vous allez répéter après moi. Pic, sac, pot. À vous. Super. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais en augmentant la longueur des mots et le nombre. Éléphant, ordinateur, hélicoptère, chaussures. À vous. Vous pouvez ainsi vous amuser et augmenter le nombre d'empants. Vous pouvez le faire à l'endroit et à l'envers, avec une amie, avec un ami, avec vos enfants, pour augmenter ainsi votre capacité de traitement des informations à court terme. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine, probablement pour une émission. Je vous donnerai les 10 astuces pour aider un enfant qui a des difficultés en langage écrit. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Au revoir. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour, bienvenue encore une fois sur cette chaîne des mystères du langage, une chaîne consacrée à tout ce qui est lié au langage, aux fonctions cognitives, aux troubles du langage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir monsieur Etonon Kossi Emmanuel et nous sommes à Lomé, au siège du SAFEPS qui se situe à Agoué. Dans cette émission, nous allons aborder ce que c'est que les troubles d'apprentissage scolaire, les différents types de troubles et également les différentes adaptations à faire pour aider un enfant qui présente des troubles d'apprentissage scolaire. Pour vous permettre de bien vous installer, de prendre de quoi noter et de mobiliser toute votre attention, on se retrouve juste après le générique. À bientôt. Bonjour, monsieur Médamou. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos abonnés qui ne vous connaissent pas? Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer à travers votre chaîne. Je me nomme Emmanuel Etonon, je suis orthophoniste et spécialiste en sciences de l'éducation. J'ai bien travaillé pendant plusieurs années avec les enfants présentant les troubles d'apprentissage scolaire, également à former les enseignants pour qu'ils puissent dépister précocement ces troubles afin de mettre en place des aménagements pour aider les enfants qui présentent ces troubles. Merci. Comme l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de troubles d'apprentissage scolaire. Alors, en tant que spécialiste, avec des mots simples, est-ce que vous pouvez me définir ce que vous entendez par troubles d'apprentissage scolaire? Les troubles d'apprentissage scolaire, c'est tout dysfonctionnement qui empêche l'élève de réussir sur le plan scolaire. Ce sont les difficultés liées au langage oral, à la mémoire, à l'attention et à d'autres domaines cognitifs qui font que l'enfant n'arrive pas à réussir sur le plan scolaire. Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples précis avec des caractéristiques sur les différents troubles d'apprentissage scolaire que l'on peut rencontrer? Avec votre 10 années d'expérience, peut-être plus, qu'est-ce que vous rencontrez fréquemment lors des consultations ici à Lomé? Alors, les principaux troubles d'apprentissage scolaire que nous rencontrons il s'agit d'abord de la dyslexie. Ce sont des difficultés liées à l'apprentissage de la lecture. Alors, il y a des élèves qui n'arrivent pas à lire. Et nous savons que dans le système scolaire, tout est basé sur la lecture. Les leçons, il faut lire pour comprendre. Et le calcul, l'écrit, le problème, tout est basé au fait sur l'écrit. Alors, un enfant qui n'arrive pas à lire, du coup, il est bloqué dans les apprentissages scolaires. On pense que c'est un enfant débile, c'est un enfant qui n'est pas intelligent, alors que c'est juste la lecture qui est bloquée. Si on arrive à mettre en place une thérapie pour l'aider au niveau de la lecture, vous allez voir que cet enfant ou cet élève va réussir. Alors, un enfant qui présente la dyslexie présente aussi la dysorthographie. Il s'agit des troubles sévères de l'apprentissage de l'orthographe. Donc, ce sont les élèves qui ont toujours une mauvaise note en orthographe. Quand vous parlez d'orthographe, c'est des enfants qui vont
faire des erreurs, par exemple, en dictée, c'est ça? Exactement, ce sont les erreurs. Les enfants qui font d'énormes erreurs en dictée, ils ont souvent 0 en dictée. Alors, nous rencontrons également les enfants qui ont des difficultés d'attention et de mémoire. Alors, ce sont des enfants, lorsqu'on fait le cours, ils ne suivent pas le rythme des acquisitions. Des fois, ils sont là, mais leur esprit est ailleurs. Ou ce sont des enfants qui sont vraiment agités, hyperactifs. Donc, toutes ces difficultés empêchent ces enfants de réussir leur cursus scolaire. Alors, nous savons que lorsqu'on fait le calcul mental, il faut avoir des aptitudes mnésiques développées. Donc, un enfant qui a des difficultés de mémoire, vous allez voir que non seulement il ne peut pas faire le calcul mental, mais lorsque l'enseignant fait le cours, il ne peut pas retenir ce que l'enseignant fait. Il apprend à la maison, mais lorsqu'il s'agit de l'évaluation, il a toujours une mauvaise note parce qu'il a des difficultés qui l'empêchent de mémoriser tout ce qui est verbal ou non verbal. Alors, nous rencontrons également des élèves qui ont des difficultés au niveau de la logique et du raisonnement et aussi du calcul. Alors là, il s'agit des élèves qui ont de grosses difficultés lorsqu'il s'agit de faire des tâches de calcul, la multiplication, la division, ou lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes. Donc, ce sont des enfants qui ont de grosses difficultés en calcul écrit et en problème. Donc, en général, les enfants qui présentent des troubles d'apprentissage scolaire sont intelligents. Mais c'est juste qu'ils ont un dysfonctionnement, soit au niveau de la lecture, soit au niveau de la mémoire, soit au niveau des autres domaines cognitifs qui les empêchent de réussir leur cursus scolaire. Alors, si j'ai bien compris, ces difficultés vont donc attaquer un domaine très spécifique. Est-ce qu'il peut y avoir une combinaison chez un enfant qui a la dyslexie, la dysorthographie, les troubles de la mémoire, ou c'est un tout, ou c'est vraiment spécifique? Alors, là, je viens de donner des exemples de troubles spécifiques d'apprentissage scolaire. Donc, il peut s'agir également d'un tableau plus large. Un enfant peut présenter les troubles de la lecture, les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention. Généralement, c'est rare de voir le trouble isolé. Souvent, vous allez voir que lorsqu'un enfant présente un trouble de la lecture, il présente généralement également des difficultés au niveau de l'attention, au niveau de la mémoire. Mais mis à part les troubles spécifiques d'apprentissage scolaire, il peut également, l'élève également peut présenter des troubles qui ne sont pas spécifiques, comme un enfant qui n'entend pas bien. Du coup, l'enfant qui n'entend pas bien, lorsque l'enseignant fait le cours, lui n'entend pas, il ne peut pas retenir et il va avoir de mauvaises notes. Il y a certains élèves en classe qui n'arrivent pas à voir, qui ont des difficultés visuelles. Donc, du coup, lorsqu'on écrit au tableau, lui n'arrive pas à voir, il écrit autre chose. Donc, l'enseignant, lui, pense que l'enfant est paresseux, alors que l'enfant présente des difficultés, soit au niveau de la vision, au niveau de l'audition, qui l'empêche de réussir. Ces troubles que vous venez de définir, on comprend bien que ça a forcément des conséquences sur plusieurs plans. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques conséquences en genre des troubles d'apprentissage scolaire? Alors, la première conséquence, c'est l'échec scolaire. Normalement, c'est rare de voir un élève échouer, surtout au cours primaire. Les élèves ont des capacités pour réussir leur cursus scolaire. Alors, généralement, lorsqu'un enfant échoue, ça peut être une conséquence d'un trouble d'apprentissage scolaire. C'est pour ça que les parents doivent consulter lorsqu'ils constatent que leur enfant échoue à un examen, par exemple. Donc, de voir s'il n'y a pas un trouble d'apprentissage scolaire qui est caché quelque part. Donc, mis à part l'échec scolaire qui est considéré comme une conséquence directe d'un trouble d'apprentissage scolaire, il peut y arriver également les enfants et l'abandon scolaire. Comme l'enfant n'arrive pas à suivre le rythme des acquisitions, il abandonne. Il y a également une mauvaise estime de soi. Il pense qu'il est stupide, malgré les efforts qu'il fait, il n'arrive pas à réussir. Et aussi, il y a certains enfants qui vont devenir délinquants, qui vont abandonner, qui vont vraiment devenir des drogués et qui vont commencer par voler, etc. parce qu'ils vont abandonner l'école. Et puis bon, c'est des vices. Donc, c'est pour ça que ces troubles, on ne doit pas les banaliser. Parce que si on veut lutter contre la drogue, contre la délinquance, contre l'abandon scolaire, il faut également regarder le côté des troubles d'apprentissage scolaire pour offrir à ces enfants des chances de réussir sur le plan scolaire et de ne pas connaître des échecs scolaires, abandonner et devenir un délinquant demain qui va venir nous attaquer. Voilà, je comprends bien que c'est un problème très fréquent qui concerne beaucoup d'enfants, mais il n'y a pas assez d'action pour favoriser en quelque sorte l'épanouissement de ces enfants. Et je pense que ça concerne pas que les spécialistes, et à l'endroit des enseignants, des parents également. Il faut une réelle sensibilisation
à l'endroit de ces différentes couches sociales. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme adaptation à faire pour aider ces enfants? Justement, vous l'avez bien dit, il faut des adaptations pour aider ces enfants. Alors, le premier niveau d'action serait d'abord d'aider les enseignants à repérer très vite ces troubles dans leur classe. Est-ce que ces enseignants, est-ce qu'ils sont formés? Justement, ces enseignants ne sont pas formés. C'est pour ça que nous saluons toutes les activités, mais toutes les centres, les associations qui œuvrent dans ce sens. Je disais tantôt que il va falloir mettre en place dans les écoles des actions de dépistage précoce. Donc, il faut sensibiliser les enseignants sur les signes d'alerte. Et aussi, il faut sensibiliser les médecins pour qu'ils puissent référer très vite les enfants présentant ces troubles vers les orthophonistes. Alors, au niveau de l'orthophonie, on fait un bilan et après le bilan, on met en place des projets de soins. Et pour que le projet de soins soit efficace, il faut des aménagements scolaires. Et là, intervient l'enseignant ou bien la direction ou le directeur de l'école. Il faut qu'à l'école, on puisse, en fonction des difficultés de l'enfant, mettre en place des adaptations pédagogiques. Il peut s'agir de grandir, l'écriture pour les enfants qui ont une dyslexie. Il peut s'agir de mettre l'enfant qui ne voit pas bien devant. Il peut s'agir d'aider l'enfant qui n'entend pas bien à copier à côté d'un autre élève qui est vraiment brillant. Il peut s'agir également des types d'évaluation. Par exemple, un enfant qui n'arrive pas à lire, on peut lui proposer une évaluation orale. Et des enfants qui ont de grosses difficultés en calcul, on peut lui donner une calculette, une machine pour calculer. Donc, en fonction des difficultés, il y a des adaptations qui doivent être mises en place. Mais il faut que ces adaptations soient inscrites dans l'agenda de l'État. C'est-à-dire dans d'autres pays, dans les pays développés, il y a tout un aménagement pédagogique qui est mis en place en vue d'aider l'enfant présentant des troubles d'apprentissage scolaire. Je pense que dans nos pays, ce n'est pas encore cela. Et on espère que avec les sensibilisations, les actions des uns des autres sur le terrain, l'État va s'approprier de ce problème pour pouvoir mettre en place l'État va s'approprier de ce problème pour pouvoir mettre en place des tests et lois pour favoriser les adaptations pédagogiques pour les élèves qui présentent ces troubles. Alors oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a des tests à adopter, que ce soit assez important que ces enfants suivent un cursus qui soit adapté à leur scolarité. Alors que ce soit l'emplacement en classe, que ce soit le support, c'est très important que ces enfants aient un support adapté à leurs difficultés. Alors, et au niveau des familles à la maison, est-ce qu'il y a un travail que les parents peuvent faire? Oui, au niveau de la famille, il y a un travail qui doit être fait. D'abord, la perception de l'enfant présentant les troubles d'apprentissage scolaire. Il faut que le parent sache que lorsque l'enfant n'arrive pas à réussir, ce n'est pas forcément parce qu'il est paresseux. Donc, il faut que le parent écoute l'enfant et soit proche de lui, l'aide dans les apprentissages scolaires, l'aide à faire ses devoirs. Et mis à part cela aussi, il faut que le parent encourage les petits efforts de l'élève. Faut pas chaque fois qu'on l'insulte, tu as toujours 0, tu as toujours une mauvaise note. Non, mais il faut également voir les capacités de ses enfants, les encourager, hein, et puis que l'enfant sache que le papa est là pour l'aider. C'est vraiment important. Mis à part cela, il faut que le parent suive des soins orthophoniques, amène l'enfant à suivre les soins orthophoniques et pour pouvoir l'aider. Aussi, des fois, on demande à l'élève de lire ou bien on lui fait des dictées parce qu'il présente des difficultés d'apprentissage scolaire. Généralement, ça n'aide pas l'enfant. Ça n'aide pas l'enfant. Lorsque vous avez une difficulté, puis chaque fois vous mettez face à cette difficulté, à un moment donné, vous serez découragé. Donc, il faut chercher d'autres manières pour aider l'enfant, de manière ludique, jouer avec l'enfant, l'amener progressivement à aimer la lecture, à aimer les calculs, etc. Merci, monsieur Tonio. Alors, pour finir, on arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire les derniers conseils aussi? Comment est-ce que les parents qui souhaitent vous joindre peuvent vous contacter? Alors, je pourrais dire que l'échec scolaire est rarement dû à la paresse ou au désintérêt de l'enfant. C'est souvent dû au trouble d'apprentissage scolaire. Donc, je demande aux parents de consulter très tôt un orthophoniste lorsqu'ils constatent que l'enfant n'arrive pas à bien lire, l'enfant a des difficultés en orthographe, l'enfant n'arrive pas à mémoriser, l'enfant a des difficultés au niveau de l'attention, il n'arrive pas à se concentrer, l'enfant n'entend pas bien quand il parle, ou bien l'enfant a des difficultés visuelles. Donc, je pense que la constatation permettra de poser un diagnostic et aussi de demander des examens complémentaires chez des médecins pour pouvoir affiner le diagnostic. Mais à part cela, je pense que les enseignants doivent être en contact régulier avec l'école
pour voir comment ça se passe à l'école et ensemble trouver des voies et moyens pour aider l'enfant qui présente ces difficultés. Pour me contacter, moi je suis un orthophoniste et mon numéro est le 00228 91 33 19 50. Je suis également sur WhatsApp. Alors, le numéro sera bien sûr affiché en bas de cette vidéo. Vous pouvez le contacter sur WhatsApp ou en appel direct. Est-ce que vous avez encore un dernier mot ou ce sera tout? Je voudrais également remercier votre chaîne pour tout ce qu'elle fait pour l'épanouissement des enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage scolaire. Merci. Alors, merci à vous. Pour finir, j'aimerais emprunter vos mots. L'échec scolaire est rarement dû à la paresse de l'enfant. Il y a forcément une cause. Et cette cause mérite bien sûr d'être décelée à travers un bilan que peut faire un orthophoniste. Vous pouvez également consulter un médecin qui vous adressera forcément vers un spécialiste. À Lomé, il y a plein d'orthophonistes, dont Monsieur Etognon que nous venons de recevoir, qui nous a bien expliqué les choses avec des mots très simples. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne, également partager cette vidéo si vous avez aimé. Vous pouvez également contacter Monsieur Etognon via les réseaux sociaux et il vous répondra à toutes vos questions. Merci et à la prochaine, peut-être sur une nouvelle émission. Merci, voilà. Merci.